Merci de votre introduction. Effectivement, on est à une période de charnière, si j'ai bien compris, d'un modèle pasteurien à un modèle d'écosystème. Et on va voir que nous, quand même, en urologie, on est toujours dans ce modèle pasteurien, mais quand même, les choses évoluent. Donc, je suis aussi ravi de venir confronter nos problèmes avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes applications, mais je pense que de travailler en collaboration, c'est très très instructif, et en particulier pour nous. Et vraiment, je suis vraiment content d'être là pour voir ce qu'on peut faire pour l'avenir et déjà ce qu'on a fait. Alors, pour ce qui est des infections urinaires, nous, on vit sous le dogme des recommandations. En clinique, aujourd'hui, tout est recommandé. Et là, sur les recommandations, je ne sais pas si c'est une société que vous appréciez ou pas, d'Aspif, mais nous, on a au milieu de tous ces personnages, Franck Brière, qui est le responsable du comité d'infectiologie de l'Association française d'urologie et qui a été noyé par la SPIF. Et donc, en fait, les recommandations de l'Association française d'urologie pour les infections urinaires sont celles de la SPIF, ce sont les mêmes. Alors, je me suis un petit peu inspiré de tout ce qu'il y a dans cet article publié en 2018. Et premier concept, effectivement, c'est la notion de bactériurie. Donc, bactériurie, et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre aux patients que la bactériurie n'est pas toujours un état pathologique. Et ça, dans cet article, et là, tout le monde s'accorde pour le dire, eh bien, ce sont les symptômes urinaires qui vont régler la prise en charge. C'est toujours les mêmes. C'est la pollacurie, les brûlures mictionnelles et les signes cliniques d'infection. Eh bien, s'il n'y a pas de signes urinaires, eh bien, on reste avec la notion de ce qu'on appelait avant la bactériurie asymptomatique et qui est aujourd'hui une colonisation. Et on a des patients qui vivent avec des colonisations urinaires, comme vous le disiez, des colis essentiellement. Et il faut encore beaucoup d'énergie pour convaincre les patients, leur entourage et les médecins de ne pas les traiter. Et donc, on va aujourd'hui, petit à petit, vers la tolérance de ces bactéries. À côté de ça, lorsqu'il y a des signes cliniques, on va parler d'infection urinaire et on va rechercher les signes, les risques de complications. Et là, aujourd'hui, ils sont bien codifiés pour les cliniciens et on ne discute pas. Et lorsqu'on n'a pas de signe de risque de complications, eh bien, on est dans une infection urinaire simple, soit une cystite, soit une pyélonéphrite. Tout ce qui est infection urinaire chez l'homme va être considéré, vous voyez ici, comme une infection à risque de complications. Et donc, on va intercaler dans la pyélonéphrite, entre la pyélonéphrite et la cystite, l'infection urinaire masculine. Et ensuite, on va regarder les signes de gravité, de sepsis, en plus des signes urinaires, pour définir si cette infection à risque de complications est grave ou pas. Et ensuite, on va regarder s'il y a des facteurs de risque de germes à BLSE qui sont aujourd'hui assez aussi bien codifiés. La durée d'antibiothérapie, le type d'antibiotique, les séjours en période endémique et le contact à l'hôpital. Donc déjà, ça, c'est une bonne structure et si on a ça à peu près en tête, on arrive à prendre en charge de façon peut-être passé, mais nous on dit actuel, des infections urinaires. Alors vous le disiez, les outils diagnostiques, est-ce que ce sont les bons aujourd'hui ? La bandelette urinaire, on connaît ses valeurs prédictives chez la femme et chez l'homme, elle est réservée uniquement à la cystrite simple, non compliquée, donc chez la dame. Dans tous les autres cas, on a toujours la CBU. Alors peut-être qu'on pourra discuter, est-ce que c'est un bon examen ? Parce que finalement, on ne va trouver que les germes qu'on cherche, et donc la CBU, on va trouver que ces germes dits uropathogènes. On voit quand même une évolution, ce que vous disiez, M. Raoult, c'est que quand même, moi, quand j'ai commencé, ou quand peut-être certains d'entre vous ont commencé, on avait un seuil à 10 puissance 6. Et aujourd'hui, on est à 10 puissance 3, vous voyez, pour presque l'ensemble des germes, sauf chez la dame, à 10 puissance 4 pour les autres urobactéries, autres que
que les Escherichia coli. Donc on est quand même, on voit une désescalade du traitement et de la prise en charge de ces infections urinaires avec ces seuils. Et effectivement, on est toujours contraint par la leucocyturie qui témoigne du caractère pathogène du germe et qui dépend du laboratoire. Alors, la résistance, pour nous, c'est un énorme problème, hein, parce que les infections, les infections urinaires en urologie, on a les patients qui ont des infections urinaires, et puis on a les patients qu'on va opérer, et comme vous disiez, on ne doit opérer en urologie un patient que s'il a les urines stériles. Donc aujourd'hui, c'est la CBU qui fait foi. Alors, on va ensuite, ces patients, on verra, on va les traiter. Alors, voilà les résistances aux différents antibiotiques. Hein, et nous, on ne connaît pas grand-chose comme antibiotiques, et on a toujours les mêmes, avec des taux de résistance. Alors moi, je suis toujours un petit peu surpris d'entendre ah oui, les quinolones, il y a un taux de résistance très important, 10%. Je ne sais pas si c'est vraiment important. Enfin, cliniquement, ça ne paraît pas très important. Donc, on nous a souvent condamné les quinolones pour les infections urinaires sous cette raison. Par contre, c'est sûr que l'augmentin, l'amox et le Bactrim sont plus peut-être d'actualité, surtout dans certaines populations. Et puis on voit réapparaître d'anciens antibiotiques comme la phosphomycine ou le pivmicilinam dans la prise en charge des infections urinaires actuellement. Le pivmicilinam parce qu'il avait été abandonné il y a 10 ou 15 ans et donc aujourd'hui il refait surface parce qu'il serait plus actif. Alors, rapidement, pour les cystites simples, voilà, ce sont les tableaux qu'on voit sur les recommandations de l'AFU ou de la SPILF. Vous voyez, d'abord dans une cystite simple, donc quand il y a des signes cliniques, nous, l'urologue, on veut éliminer tout ce qui peut être un diagnostic différentiel. Donc ce sont les calculs, les fistules, certaines maladies inflammatoires vésicales. Donc là, il y a les examens urinaires qui sont réalisés, surtout quand la bandelette urinaire est négative. On peut éventuellement confirmer par une CBU pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection quand on a fait ces examens. Et en première intention, la phosphomycine ou le pivmicilinam. Et lorsqu'il y a un risque de complication, on l'a vu, l'insuffisance rénale, la grossesse, eh bien, on a d'autres antibiotiques à prendre en compte. Mais voyez que globalement, en première intention, une cystite simple, pour l'immense majorité des femmes, ça sera une monodose de phosphomycine et au pire du Selexide. Alors, un petit mot sur les cystites récidivantes, qui aussi est un motif fréquent de consultation, qui, voyez, alors il y a des définitions, hein, donc c'est 3 à 4 cystites simples ou compliquées par an. Ça concerne, c'est beaucoup, mais nous on ne voit pas toutes les cystites simples, ça concerne à peu près 25% des cystites aiguës simples, et que l'une des explications, enfin voilà, donc, ce que j'ai pu retrouver comme cause des cystites récidivantes, essentiellement liées aux Escherichia coli, et il y aurait d'autres aussi facteurs effectivement liés à l'hôte qui pourraient expliquer la persistance de ces Escherichia coli. Alors là, je vous ai mis tout ce qui a été rapporté comme facteur favorisant ces cystites récidivantes. Alors, vous voyez, bien sûr les rapports. Alors, les germes peuvent remonter l'urètre féminin au moment des rapports. L'utilisation des spermicides, la première cystite avant 15 ans pour l'abscisse, l'incontinence urinaire, les résidus post-mictionnels, l'antécédent d'infection chez la mère, et puis toutes les autres causes. Donc la première étape dans une cystite récidivante, c'est d'éliminer et de rechercher toutes ces causes. Alors quels sont les germes responsables de ces cystites récidivantes? Dans 75% des cas, ce sont les Escherichia coli qui sont résistants aux quinolones. Et puis on a du Staphylococcus saprophyte, de l'Enterocoque fécalis, et une petite mention particulière pour le Proteus mirabilis. Pour nous,
cystite récidivante chez la dame avec un protéus mirabilis, il faut regarder un calcul phosphoammoniaco-magnésien. Le protéus produit de l'uréase et lise l'urée urinaire et va être responsable de calcul, ce qu'on appelle de calcul astroïde. Donc première réaction, protéus mirabilis chez une dame qui a des cystites récidivantes, on regarde le rein pour voir s'il n'y a pas un coraliforme. Et puis on a d'autres germes qui sont responsables. Alors voilà ce qui est dit pour ces cystites récidivantes dans cette publication. Eh bien, on va adapter au rythme de la récidive. S'il y a moins d'une cystite simple par an, ben on va faire un traitement classique. Lorsqu'il y a plus d'un épisode par mois, eh bien, on retrouve une antibiothérapie, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une antibiothérapie, enfin, la prescription d'antibiotiques, soit de la phosphomycine une fois par semaine, soit du Bactrim, un comprimé par jour, qui peut être pris en continu ou en péricoïtal. Quand même, les rapports peuvent favoriser les infections, et donc dans ces conditions, on recommande cette prise en charge péricoïtale. Donc vous voyez qu'on élimine les causes urologiques, et qu'on va, en fonction de la rythmicité des infections, proposer un traitement adapté. Alors, Valérie, probablement tu en parleras, des traitements non antibiotiques, bien sûr, ça ne fait pas tout. L'hydratation est importante, des mictions fréquentes, un espace mictionnel correct, c'est 3 heures. Pour éviter les infections, et d'uriner de façon posée et bien vider la vessie. Et chez les dames, comme depuis qu'elles sont toutes petites, à l'école, on leur apprend à se retenir, et puis eh bien, finalement, elles ont de mauvaises règles hygiéno-diététiques concernant la miction. Donc elles vont faire pipi rapidement, et elles ne vident pas toujours bien la vessie. Les mictions postcoïtales, postcoïtale, c'est immédiatement après la miction, c'est pas 20 minutes après ou une demi-heure après. La régulation du transit digestif, puisque il y a probablement une connexion entre le système, la flore digestive et la flore urinaire, et lorsqu'il y a des troubles digestifs, en particulier constipation, moi je recommande une boisson à base départ, puisque le magnésium pourrait réguler le transit. Et puis chez les dames en postménopause, une oestrogénothérapie prolongée quotidienne est importante. Tu en parleras, Valérie, des traitements non médicamenteux pour donc je les signe, donc je les cite. Vous parliez tout à l'heure du lactobacille, là on le prend pas par la bouche, mais on met en ovule. L'interférence bactérienne, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que la canneberge aujourd'hui dans l'infection urinaire récidivante chez la dame, on en donne beaucoup, surtout s'il s'agit de colis, et il faut donner du macrocarpon. Et puis les vaccins antimicrobiens, dont moi je n'ai pas l'expérience, j'ai prescrit une fois de l'Urovaxone. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace ou s'il y a un effet placebo. Un petit mot toujours sur les calculs et infections. On verra infection urinaire, enfin germe urinaire et cancer. Nous, on est concerné par infection et calcul. On l'a vu pour les calculs de struvite liés au protéus. On avait fait une étude sur les nanobactéries. Et la cystite incrustante, qui est liée au Corynebacterium XD2 uralepticum, qui a un tropisme urothélial et qui est un germe particulièrement persistant dans les urines, qui se manifeste par un syndrome irritatif vésical très important, et dont le diagnostic est fait par, bien sûr, la bactériologie, évoqué par un pH urinaire très alcalin. Et le traitement repose sur la vancomycine ou la théicoplamine et une acidification in situ des urines. Alors, cette cystite incrustante, on peut la retrouver dans les reins avec des pyélites incrustantes, avec des formes particulièrement agressives et malignes qui peuvent évoluer vers l'insuffisance rénale par une contamination de tout l'appareil urinaire et des tubes collecteurs et des glomérules par le coriné.
Et donc c'est un diagnostic auquel on ne pense pas souvent d'aller rechercher. C'est chez les gens qui ont des manifestations urinaires avec des leucocyturies aseptiques, le Corynebacterium urelaticum, surtout lorsqu'il y a un pH urinaire supérieur à 4. Ensuite, les pyélonéphrites, on retrouve un petit peu tout ce qu'on a vu auparavant au point de vue interrogatoire. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme enceinte? Est-ce qu'il y a des signes de gravité? Est-ce qu'il y a des signes, des risques de complications? Et on va ensuite évoluer vers une pyélonéphrite aiguë simple ou une pyélonéphrite aiguë à risque de complications ou une pyélonéphrite grave avec l'équinolone en première intention dans ce cas-là. Sinon, l'équinolone associé... les C3G associés à l'imiclin, à l'amicacine en fonction des terrains. Et ensuite, un relais lorsqu'on a la bactériologie par l'amoxicilline ou autre en fonction de l'état clinique et surtout du résultat de la CBU, avec une durée de traitement. Nous, on a commencé... à l'époque du 10 puissance 6, on avait des durées de traitement de 6 semaines sur les pyélonéphrites ou sur les prostatites. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à un maximum 14 jours. Pour les infections urinaires masculines, eh bien, on retrouve un petit peu le même schéma. Donc c'est une infection à risque de complications avec l'organigramme classique. Et là encore, on retrouve que dans les formes post-symptomatiques, et pour les infections urinaires à risque de complications, on ne traite que si vraiment l'état clinique du patient ou de la patiente le justifie. L'idéal, c'est de différer le traitement si l'état de la patiente ou du patient le justifie. Et voilà pour les infections masculines. Alors, je voulais aussi vous parler de ça. Ça, c'est un autre aspect, ce que je vous disais pour nous en urologie. On est embêté par la gestion des urines avant les interventions. Les bonnes pratiques disent qu'on ne doit opérer, lorsqu'on fait une endoscopie, donc on va passer par les voies urinaires, un patient que si les urines sont stériles. Et donc on rentre dans un système de vérification puisqu'il y a le délai de la CBU, le traitement éventuel, et donc pour nous ça nous pose d'énormes problèmes, non seulement pour les patients qui vont faire des complications s'ils n'ont pas des urines stériles infectieuses qui peuvent être graves, et aussi la gestion du programme opératoire. Alors on a regardé un petit peu, on l'a sorti cette année, 604 urétéroscopies. Urétéroscopie, c'est qu'on passe par l'urètre, à travers la vessie, on remonte dans les reins avec des endoscopes souples pour aller voir s'il n'y a pas une tumeur, détruire une tumeur ou détruire un calcul standard qui n'est pas toujours un calcul infectieux. Et donc on a regardé un petit peu quels étaient le taux de complications infectieuses lié à cette technique avec un protocole d'urine ou prétendument stérile. Et donc vous voyez sur 604 urétéroscopies, on a un taux d'infection de sepsis de 6,7%. Et on a regardé quels sont les patients qui vont s'infecter. Eh bien, on retrouve les dames, l'infection urinaire dans les 6 mois et les urines polymicrobiennes. Et de façon assez significative, de même que le temps opératoire. Alors on a regardé un petit peu, vous voyez, on a un risque à 4, et donc on a regardé dans cette population le statut des urines avant l'intervention. Et on a fait 4 groupes. Les patients qui ont effectivement, donc nous on leur fait 2 CBU avant, qui ont effectivement 2 CBU avant l'intervention stérile, et stérile, sans germe, les CBU qui sont polymicrobiens avec leucocyturie. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais ils ont des calculs, il peut avoir une leucocyturie liée à leur calcul. D'accord, mais on les a mis quand même dans ce groupe-là. Les ECBU avec une souche sauvage et les ECBU avec une souche résistante. Et on a regardé quel était le risque de complication chez ces patients en fonction du statut. Eh bien, on voit que la CBU stérile ou la CBU avec une souche résistante, eh bien, on a un taux de complication de 3 et 4%. Par contre, là où ça ne va pas, c'est lorsqu'on a une souche sauvage qui est autant traitée
qui a été traité dans le 15 jours avant, avec des urines qui sont revenues terribles, et un CVU polymicrobien, où on a, vous voyez, des risques de 4 et de 5. Et donc ça, aujourd'hui, nous, ça nous pose un problème, parce qu'on ne sait pas que faire aujourd'hui de ce groupe de patients. Est-ce qu'on doit les traiter? Si on les traite, par quel antibiotique? Et donc, c'est une bonne opportunité d'être avec vous pour discuter de tout ça, ou est-ce que pour notre prise en charge. Et puis vous connaissez bien sûr ce site. Voilà, je vous remercie beaucoup.